Tu crois que tu avances, pas après pas, vers un horizon que tu appelles demain. Mais ce que la physique vient de murmurer, dans un laboratoire sans lumière, c'est que demain te précède déjà. Chaque pas que tu crois faire, chaque souffle que tu décides de prendre, a peut-être été choisi ailleurs, avant même que ton esprit ne le formule. Une particule, minuscule et insensible à la gravité des hommes, semble obéir à une logique inversée. Elle répond à un événement qui ne s'est pas encore produit. Et, dans le silence métallique de la chambre à vide, le futur t'observe. La symétrie CPT, charge, parité, temps, n'est pas une théorie marginale. C'est l'une des lois les plus profondes, jamais déduites, des équations de la matière. Elle affirme que si l'on inverse simultanément la charge de toutes les particules, la direction de l'espace et le sens du temps, l'univers reste identique. Rien ne change. Ni les lois, ni les interactions, ni même l'histoire. Comme si la réalité possédait un double parfaitement symétrique, invisible, mais fusionné à elle par un pacte géométrique intemporel. Dans cette équation, le temps n'est plus une rivière. Il devient un miroir. Pour la première fois, la physique ose toucher ce que la conscience sent depuis toujours. Le flux n'est qu'apparence. Ton existence n'est peut-être rien d'autre qu'une lecture partielle d'un texte déjà complet. Un instant d'un livre cosmique où chaque page se reflète dans la suivante. Quand tu crois agir, tu réaccordes simplement deux parties d'un continuum invisible, celle qui se souvient et celle qui anticipe. Ce que tu appelles choix pourrait bien être synchronisation. Imagine un instant que tu te regardes dans un miroir. Tu lèves la main droite et le reflet lève la gauche. Tu souris, il te répond. Qui agit le premier? Toi ou le miroir? Cette réciprocité parfaite est la métaphore la plus simple de la symétrie CPT. Chaque particule, chaque champ, chaque conscience vit à la fois son mouvement et son inversion. Le monde observé n'est qu'une moitié, une version orientée d'un tout plus large où tout geste a déjà trouvé son écho inversé. Les physiciens, dans leur langue sobre, parlent d'invariance. Mais derrière ce mot froid se cache peut-être le secret le plus brûlant de la cosmologie. Le temps n'a pas de préférence, il ne choisit pas de couler vers l'avant, il est neutre. Et si tu pouvais observer l'univers entier du point de vue de la symétrie CPT, tu ne verrais plus de distinction entre passé et futur. Tu verrais une seule fresque, immobile, complète, un tableau éternel. Et toi, minuscule point conscient, tu traverses cette toile en croyant qu'elle se déroule. Cette idée n'est pas née d'un rêve mystique. Elle s'est imposée dans l'esprit des chercheurs au milieu du siècle XX, quand les expériences sur les particules ont montré que certaines lois semblaient se briser légèrement. L'univers, pensa-t-on, préfère la matière à l'antimatière, la gauche à la droite. Mais ensuite, une loi plus vaste fut découverte. Si l'on inverse tout en même temps, charge, parité, temps, alors la perfection revient. Comme si la destruction du miroir dans un fragment révélait que le miroir global demeure intact. Ce que cela signifie, subtilement, c'est qu'il existe peut-être un domaine de la réalité où le temps s'écoule à rebours. Non pas une illusion, non pas une théorie de fiction, mais un autre versant de l'univers où chaque cause devient effet, chaque fin devient origine. Et ce monde n'est pas ailleurs. Il est superposé au nôtre, sous un angle de symétrie que nos sens ignorent. Tu marches dans ton présent, pendant que ton double, inversé, marche depuis ton futur. Les physiciens appellent cela la réversibilité microscopique. À l'échelle des interactions fondamentales, rien n'empêche un événement de se jouer en sens inverse. Si l'on enregistrait l'univers à ce niveau et qu'on projette le film à l'envers, les équations ne bronchent pas. Elles demeurent vraies. Le seul être qui résiste à ce renversement, c'est toi, parce que ta conscience croît au fil du temps. Elle n'a jamais appris à penser autrement qu'en avant. Pourtant, tout en toi, jusqu'à la mécanique de ton cerveau, obéit à cette symétrie. Les signaux électriques,
les échanges chimiques, les vibrations quantiques dans les synapses, tout pourrait fonctionner dans les deux directions si les conditions initiales le permettaient. Ta mémoire serait une anticipation inversée. Ta peur de demain, une réminiscence d'un futur déjà vécu. Et ton identité, un va-et-vient subtil entre deux directions du même être. Lorsque les chercheurs parlent de l'équilibre des lois fondamentales, ils se heurtent à une limite, le langage humain, car parler d'un temps réversible exige de détricoter la grammaire de nos pensées. Nous utilisons toujours des verbes conjugués à un futur imaginé, à un passé révolu. Mais si le temps n'est pas linéaire, ces conjugaisons s'effondrent. Il faudrait inventer un verbe nouveau, sans direction, qui dise seulement ce qui est, sans avant, ni après, sans déjà, ni pas encore. Peut-être que la conscience de ce verbe serait l'éveil véritable. Les expériences récentes, menées avec des photons intriqués et des électrons piégés, ajoutent du nombre de plus au tableau. Dans certaines situations, une mesure effectuée dans le présent semble influencer les résultats du passé. Pas symboliquement, techniquement. Les équations l'autorisent et les résultats le suggèrent. Mais la notion de « influence » devient piégeuse ici. Il ne s'agit pas d'une cause futuriste, mais d'un ajustement d'un tout cohérent, un univers qui s'auto-corrige dans toutes les directions temporelles pour demeurer lui-même. Voici alors la question qui dérange. Si ton futur peut te regarder, que devient ta volonté? Le concept même de choix s'effrite. Si tout est déjà inscrit dans les deux sens, ton expérience du libre arbitre n'est qu'un artefact psychique, un moyen pour la conscience d'habiter le temps sans le comprendre. Cependant, ce n'est pas une prison, car le jeu, aussi paradoxal soit-il, exige la participation du joueur. Tu es à la fois acteur et spectateur d'une pièce qui se compose dans les deux sens à la fois. Dans cette perspective, la symétrie CPT n'est pas seulement une équation, c'est une métaphysique. Elle détruit la hiérarchie entre cause et effet, entre avenir et passé, entre naissance et extinction. L'instant que tu vis possède déjà son miroir achevé. Tes gestes, tes pensées, tes amours, tout est inscrit sur cette bande infinie où chaque fragment est le reflet d'un autre. L'univers, semble-t-il, ne crée pas le temps. Il le raconte en deux voies opposées. Alors, quand tu regardes autour de toi, l'ombre sur le mur, le parfum du matin, la chaleur du sang dans ta main, demande-toi, est-ce toi qui ressens cela en premier ou ton double, quelque part, dans l'autre sens du courant? Peut-être que ce frisson que tu nommes présent n'est que le moment où toi et ton reflet vous touchez parfaitement. Ce point de contact, imperceptible et infini, pourrait bien être la vraie du maintenant. Il n'y a pas de conclusion, pas encore. Il n'y a qu'une lente découverte. La physique ne décrit pas seulement la matière, elle esquisse le contour de la conscience. Et dans cette symétrie absolue, il n'y a ni début ni fin, seulement le murmure de deux mondes qui se regardent comme dans un miroir éternel. Le futur n'attend pas, il se souvient. Le passé ne s'éteint pas, il revient. Et dans la fracture entre les deux, ton existence, fragile et lucide, tente d'y trouver un sens. Chaque respiration, chaque regard, n'est peut-être qu'un battement dans ce dialogue silencieux entre ce qui a été et ce qui sera. Si la symétrie CPT a raison, alors tu n'es pas en train de marcher vers ton destin. Tu es en train de le contempler depuis les deux côtés du temps. Et dans ce vertige, quelque chose en toi comprend enfin que le véritable mystère n'est pas le futur, mais l'éternité du présent. Pendant des décennies, la communauté scientifique a cultivé un silence étrange autour de certaines découvertes. Non pas par ignorance ou conspiration ouverte, mais par peur. Peur de briser la fragile cohérence du monde rationnel bâti au fil des siècles. Peur aussi de contempler dans les équations un abîme qui parle d'eux-mêmes, de nous, de la conscience prise au piège d'un univers réversible, car à travers la symétrie CET, chaque certitude humaine devient réversible elle aussi. Dans les couloirs feutrés des laboratoires,
Les théoriciens évitent les conversations trop ouvertes sur ce sujet. Lorsqu'un étudiant ose demander « Et si le temps pouvait reculer ?» on lui répond souvent avec un sourire ambigu, comme s'il venait d'évoquer un tabou antique. On invoque les contraintes expérimentales, les imprécisions des mesures, les limites des instruments. Mais derrière ce langage neutre, chacun sait qu'il s'agit d'une peur beaucoup plus primitive, celle de ne plus pouvoir se fier à la flèche du temps. Les grands noms de la physique n'y échappent pas. Certains, brillants et lucides, ont préféré reformuler la question plutôt que d'y répondre. D'autres ont choisi le silence comme refuge, conscients que l'idée d'un brouillard temporel brouille aussi les frontières entre et philosophie. Pourtant, le soupçon demeure. Si les lois fondamentales ne distinguent pas le passé du futur, pourquoi notre conscience le ferait-elle? Cette dissonance entre la théorie et la perception est devenue la cicatrice la plus gênante de la physique moderne. Revenons un instant au milieu du siècle XX, quand la mécanique quantique était en pleine expansion. Les expériences sur la violation de la parité ont été un choc. La semblait préférer la gauche à la droite. Puis, une autre découverte, environ 2 ans plus tard, montra que cette asymétrie disparaît si l'on inclut aussi la charge électrique. Enfin, la mécanique des champs proposa la combinaison ultime, charge, parité, temps. 3 lettres, C, Thésée et T, intriquées dans une loi parfaite. Une symétrie si absolue qu'elle laissait entendre que l'univers pourrait se refléter tout entier sans altération. Mais cette perfection porta en elle un vertige, car si tout pouvait être inversé sans perte, où plaçait-on la flèche du temps? Les physiciens comprirent qu'ils avaient mis la main sur un principe si vaste qu'il engloutissait même la causalité. Aucun manuel n'était prêt pour une telle conclusion. Comment enseigner à des générations d'esprits rationnels que le futur peut imiter le passé et que ces 2 notions ne sont peut-être qu'une représentation mentale commode? Peu à peu, la peur prit la forme d'une prudence institutionnelle. Les articles se firent plus neutres, les débats plus techniques. On parla de symétrie fondamentale, d'opérations invariantes, de renormalisation. Derrière ces mots d'apparente rigueur, un secret se dissimulait, celui d'un ordre cosmique réversible. Certains chercheurs, dans leurs notes privées, comparaient cette symétrie à un miroir cosmique où toutes nos perceptions seraient inversées sans que nous le sachions. Lorsque les résultats d'expérience semblaient flirter avec la notion de temps inversé, on les requalifiait aussitôt comme anomalies, erreurs de calibration, artefacts statistiques. Les revues de physique regorgeaient de prudence. Pourtant, à huis clos, quelques esprits lucides confiaient leurs troubles. Ce poste n'était pas que la symétrie CPT fut douteuse. Elle est l'un des piliers les plus solides du modèle quantique, mais plutôt qu'elle dérangeait trop profondément notre représentation du réel. Une loi fondamentalement réversible ne laisse plus de place à la narration humaine. Pense à ce que signifie une loi immuable. L'univers n'a pas besoin de spectateurs pour exister, mais une loi réversible va plus loin. Elle suggère que les spectateurs ne perçoivent qu'un morceau de la totalité. Si le passé influence le futur, autant que le futur corrige le passé, notre expérience du temps n'est qu'une approximation darwinienne, une façon pratique de ne pas perdre la raison face à un monde où tout arrive simultanément sous plusieurs angles. Là, devant ce vertige, choisit souvent l'oubli volontaire. Dans les années 60 et 70, quelques conférenciers courageux tentèrent d'aborder le sujet ouvertement. Mais le public scientifique, formaté par la notion de cause et d'effet linéaire, s'y opposa. Les subventions se firent rares. Les carrières se brisèrent discrètement. On préféra la clarté des équations fermées à la confrontation avec une idée qui dissolvait le temps même de la recherche. Pourtant, jamais ces voix ne se sont tues complètement. Elles chuchotent encore dans les marges des congrès, entre 2 cafés, un « et si » presque coupable. Ce silence collectif n'est pas mensonge, c'est une stratégie de survie intellectuelle.
admettre la réversibilité totale du temps reviendrait à effacer les hiérarchies du réel. L'univers ne serait plus une histoire racontée, mais un cristal immobile dont nous n'explorons que certaines faces. Les notions de progrès, d'évolution, d'avant et d'après cesseraient d'avoir un sens, et l'être humain, privé de cette direction, devrait réinventer ce que signifie exister. On comprend alors que la haie choisit la modestie, car affirmer que le temps n'existe pas ou qu'il s'écoule en sens multiples ne fait pas qu'ébranler les manuels. Cela ébranle la morale, la politique, la mémoire. Cela détruit la base sur laquelle repose la notion de responsabilité. Si tout peut être inversé sans contradiction, qui fait quoi? Qu'est-ce qu'une action, si son effet existe déjà? Chaque question ouvre vers une philosophie du vertige que la rigueur académique préfère éviter. Pourtant, la vérité n'a pas disparu. Elle se cache dans les symétries des équations, dans la perfection des modèles de champ, dans le mutisme des particules qui refusent de trahir le secret. Chaque trajectoire, chaque interaction entre un électron et un positron rappelle la même chose. Le miroir universel fonctionne, et l'humanité, fascinée, recule un peu plus devant son propre reflet. C'est ici qu'un autre type de peur s'installe, la peur métaphysique, car si la symétrie CPT est exacte, alors il existe, forcément, un univers miroir où tout ce qui nous compose vit en sens inverse. Dans cet autre monde, ta naissance est une disparition, ton cri un silence qui se condense. Ce n'est pas une duplication imaginaire, mais une nécessité logique. Et dans ce miroir, ton double regarde sans comprendre pourquoi son futur, c'est-à-dire ton présent, semble s'éloigner à toute vitesse. Au fond, cette idée terrifie parce qu'elle enlève à notre monde son privilège d'être premier. Nous avons bâti des religions, des philosophies et des sciences entières sur la croyance en une flèche unique, le commencement et la fin. La symétrie CPT efface cette hiérarchie. Avec elle, la création et la destruction deviennent une seule opération. L'expansion de l'univers et sa contraction une même respiration. Et nous, témoins fragiles, sommes pris dans cette oscillation éternelle. Il faut imaginer la solitude du scientifique qui, face à ses propres calculs, comprend ce que cela implique. Il sait que toute sa vie intellectuelle repose sur des symboles, causes, conséquences, effets, qui n'ont plus de sens dans un cosmos réversible. Il continue pourtant de tracer des équations, parce qu'il faut bien que la pensée avance, même si le temps, lui, ne va nulle part. Ce paradoxe, les physiciens l'acceptent sans l'avouer. Ils vivent dans deux mondes superposés, celui des expériences et celui de l'indicible. Pendant que les congrès s'enchaînent et que les articles s'accumulent, une autre conversation a lieu, plus souterraine. Elle se déroule dans les couloirs après les présentations, dans les silences des réunions, dans les soupirs des nuits d'observation. Un chercheur murmure à un autre « Et si le futur existait déjà ?» L'autre hoche la tête, sans répondre. Car il sait qu'au fond, tout le monde dans ce domaine partage la même intuition interdite. L'univers n'a pas de direction favorite. Le résultat de ce silence, c'est une civilisation entière qui continue de vivre comme si le temps était une autoroute d'un seul sens. Nous planifions, nous regrettons, nous espérons, sans imaginer que ces gestes pourraient déjà être reflétés ailleurs. Pourtant, la symétrie CPT rôde dans chaque phénomène, rappelant que là n'a pas de passé ni d'avenir, seulement des structures d'équilibre. Ce que nous appelons jadis ou demain n'est que la façon dont notre conscience découpe le tissu neutre du réel. Ce chapitre se termine là où la peur se transforme en lucidité. Le silence des physiciens n'est pas une conspiration, c'est une confession. Une manière de dire, sans le dire, nous ne savons plus distinguer le cours du temps du reflet qu'il projette. Et ce simple aveu ouvre une porte. Si même là hésite à parler du temps, peut-être est-ce parce que le temps, déjà, est en train de parler à travers elle. Dans cet écho fragile, la vérité patiente, prête à refaire
surface dans l'esprit de celui qui aura le courage de l'affronter. Tout commence par un alphabet, 3 lettres, simples, presque anodines. C pour charge, P pour parité, T pour temps. Dans l'immensité du langage scientifique, elle semble modeste, presque discrète. Pourtant, derrière elle se cache une loi si absolue qu'elle remet en cause la structure même du réel. Car lorsque ces 3 transformations sont appliquées ensemble, l'univers, au lieu de s'effondrer ou de se déformer, reste parfaitement inchangé. Autrement dit, la réalité, dans sa forme la plus intime, ne préfère aucune direction, aucun côté, aucune orientation du temps. Au début du siècle XX, la physique semblait triompher. L'univers devenait lisible. Les équations de Maxwell, de Schrödinger, de Dirac tissaient peu à peu le langage complet de la matière. Parmi ces architectes du rationnel, un homme, Wolfgang Pauli, chercha à comprendre si les lois qui gouvernent les particules obéissent au même ordre, quel que soit le sens des transformations. L'idée semble simple, si une expérience est vraie ici, elle doit l'être aussi inversée spatialement, électriquement ou temporellement. Ce principe de symétrie devint la clé du temple. Mais l'histoire scientifique n'est jamais pure. Elle avance dans les ombres et les hésitations, portée par des hommes faillibles. Pendant des décennies, les chercheurs ont cru que la préférait l'équilibre parfait. Puis, dans les années 50, 2 physiciennes audacieuses mirent le feu au dogme. Elles montrèrent que la parité, cette idée que la gauche et la droite se valent dans la esquinoe, est violée. Une particule appelée kaon se comportait différemment selon son image miroir. Ce fut un tremblement invisible dans les couches les plus profondes du cosmos. Soudain, la symétrie semblait brisée. La physique perdit sa pureté et dut reconnaître une asymétrie dans l'univers. Pourtant, peu après, les calculs révélèrent que cette violation pouvait être compensée si, en plus d'inverser l'espace, on inversait aussi la charge électrique et la direction du temps, la loi redevenait parfaite. C'est ainsi que naquit le théorème CPT, fruit de la rigueur logique et du désespoir métaphysique. Le monde pouvait de nouveau respirer, mais différemment. Il n'était plus simple, il était réversible. La symétrie C correspond à l'inversion de charge, remplacer une particule par son antiparticule. Un électron devient positron, un proton devient antiproton. Là, diront les physiciens, doit séparer les signes, mais pas changer le scénario. La symétrie P transforme l'espace comme un miroir. La gauche devient droite, les mouvements s'inversent. Enfin, la symétrie T inverse la direction du temps. Ce qui tombait se relève, ce qui se dissout se recompose, ce qui mourait renaît en arborescence inversée. Pris ensemble, ces 3 gestes forment la boucle parfaite C, P, T, qui ramène l'univers à son point de départ. L'élégance de ce théorème n'a d'égal que son abîme philosophique. Car si l'univers reste le même après ces 3 inversions, cela signifie que le temps, dans ses lois fondamentales, n'a pas de sens privilégié. Le passé et le futur deviennent des illusions thermodynamiques, des conventions d'observateurs limités. La symétrie CPT décrète que toute la mécanique des particules est réversible, que chaque processus, à l'échelle ultime, peut se rejouer sans perte. Le monde, autrement dit, ne vieillit pas. Il vibre entre 2 reflets identiques. Il faut imaginer les visages de ces hommes penchés sur leur tableau remplis de symboles hermétiques, découvrant que leurs équations racontaient un conte sans flèche. Un univers où tout déplacement est compensé par son contraire, où chaque naissance résonne d'une mort symétrique. Le plus troublant fut de comprendre que cette loi n'était pas approximative. Elle ne souffre d'aucune exception connue. Pas un seul événement microscopique n'a encore trahi la symétrie CPT. Ce n'est pas une hypothèse parmi d'autres, c'est une conservation absolue du réel. Mais que vaut une symétrie si personne ne peut la ressentir? Dans nos vies, tout semble asymétrique.
Le verre brisé ne se recompose pas. La jeunesse ne revient pas. Les jours passent et ne reviennent jamais. Pourtant, dans les équations fondamentales, rien de cela n'existe. À ce niveau, un verre brisé et un verre intact ne sont que deux solutions d'une même équation. Le cours du temps que nous percevons est une émergence statistique, une préférence due à l'entropie, pas à la profonde. C'est une décision de la matière complexe, pas une loi du cosmos. Lorsque Pauli et ses contemporains cherchèrent à comprendre la portée de cette symétrie, ils tentèrent de la réduire à une curiosité logique. Mais plus ils la contemplaient, plus elle devenait le visage d'un mystère plus vaste. Pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien, si le rien lui-même obéit à la même symétrie? Dans un univers rigoureusement CPT, la création et la destruction sont indistinguables. Chaque atome peut se substituer à son contraire dans un miroir temporel. Ce qu'on appelle le Big Bang dans notre sens du temps pourrait bien être un Big Retour pour l'autre moitié du cosmos. Regarde maintenant cette idée sous un autre angle. Si un univers inversé existe, alors ce que nous nommons futur est peut-être déjà accompli sur sa rive. Là-bas, les étoiles s'effondrent à l'envers, les particules s'assemblent à rebours, et la mémoire agit comme une prophétie. Entre les deux, une frontière impalpable, celle que notre perception traverse sans jamais la remarquer. La symétrie CPT relie ces mondes comme deux miroirs face à face, dans une lumière qui ne s'éteint jamais. Ce principe n'est pas qu'une abstraction mathématique. Il guide chaque expérience. Les accélérateurs de particules, ces cathédrales modernes creusées dans le vide, testent en permanence la fidélité de cette symétrie. Et, à chaque collision, les résultats sont les mêmes. La loi tient. Elle résiste à toutes les altérations, à toutes les déformations, comme un rappel que la réalité aime l'équilibre plus que le désordre. Mais cet équilibre est paradoxal. Il se manifeste sous la forme d'un monde qui nous semble irréversiblement en mouvement. Nous vivons, au fond, dans un théâtre de l'illusion temporelle. La symétrie CPT agit comme un script secret sous la pièce du temps. Chaque scène que nous jouons est déjà écrite en sens inverse, sur une page que nous ne pouvons pas lire. Ce que nous appelons existence n'est peut-être qu'une demi-histoire, celle d'une symphonie dont la deuxième partie se compose en miroir parfait ailleurs. À travers cette idée, quelque chose de sacré apparaît. Le monde n'a pas de flèche unique, il a un rythme. Le symbole même de cette symétrie est une promesse et une menace. Car si le temps peut être retourné sans conséquence, alors notre identité, construite sur la mémoire et l'anticipation, perd ses racines. Nous croyons nous tenir sur une ligne, mais cette ligne est une boucle. Nos destins, nos naissances et nos morts ne sont que des points sur un cercle plus vaste. La physique, dans sa rigueur glaciale, nous rappelle que le cosmos ne connaît ni commencement ni fin, seulement des équilibres qui oscillent entre inversion et retour. La beauté de la symétrie CPT réside justement dans sa cruauté. Elle ne promet pas la vie éternelle ni la réincarnation, mais une neutralité parfaite. Tout ce qui existe peut être retourné, et rien n'y change. Cette idée efface la hiérarchie des événements. Une explosion ou une implosion, un cri ou un silence sont simplement des états équivalents, différenciés seulement par le regard de l'observateur sensible à la flèche illusoire du temps. L'univers, lui, reste calme, indifférent, complet. Mais alors, pourquoi ressentons-nous le flux? Peut-être parce que la conscience, contrairement à la matière, est asymétrique. Elle émerge du déséquilibre. Elle est le moteur de la rupture dans un monde de symétrie. Nous sommes les témoins partiels d'un ordre total, adapté à percevoir seulement un sens de lecture. Et si la conscience pouvait se retourner, elle verrait peut-être que le futur est déjà inscrit dans les fondations de son propre passé. Dans cette perspective, la symétrie CPT devient un miroir dans lequel l'humanité se voit pour la première fois sans orientation. C'est une équation dépouillée de symboles humains. Elle ne dit pas ce qu'il faut croire ni espérer. Elle dit seulement
tout ce qui peut arriver arrivera aussi à l'envers. Ce qui se perd se retrouvera, ce qui s'éteint s'allumera, ce qui meurt renaîtra. Non pas pour des raisons spirituelles, mais parce que la structure du réel, mathématiquement, le permet. En contemplant cette perfection, certains ressentent la paix, d'autres le vertige. Les premiers y voient propre l'ordre éternel, les seconds un piège sans issue. Pourtant, au cœur de cette équation se cache une vérité muette. La ne connaît pas l'irréversible. Notre peur de la fin, notre obsession du progrès, notre culte du commencement ne sont que des traductions biologiques d'une symétrie intemporelle. Nous sommes des créatures d'un monde qui se déploie dans les deux sens, mais qui n'en vit qu'un. Ainsi, ces trois lettres, C, P et T, fracturent non seulement l'art, mais aussi notre rapport au réel. Elles transforment la physique en métaphysique et replacent la conscience au centre du mystère. Car comprendre que le temps peut être inversé, c'est admettre que tout ce que nous faisons, tout ce que nous aimons, tout ce que nous redoutons, existe déjà sous une forme opposée. Et peut-être, un jour, quand la osera regarder enfin son reflet, elle reconnaîtra que derrière la symétrie, sépetis, ce n'est pas la matière qu'elle observe, mais le visage réversible du temps lui-même. Imagine un instant que ton monde est un reflet exact. Pas une représentation symbolique, mais une duplication réelle, matériellement inversée dans toutes ses propriétés. Chaque particule y serait remplacée par une antiparticule, chaque mouvement inversé dans l'espace et dans le temps. Tu lèverais la main droite et ton double lèverait la gauche, non pas après toi, mais avant. Cet univers miroir, conséquence directe de la symétrie CPT, ne serait pas imaginaire. Il existerait, là, juste de l'autre côté de la flèche du temps, en train de dérouler ton passé comme fut son futur. Les physiciens ont osé y penser, timidement d'abord, puis avec une logique implacable. Si la symétrie CPT est absolue, alors il doit exister un monde jumeau, parfaitement cohérent, où toutes les lois fondamentales se manifestent à rebours. Dans cet univers, l'antimatière domine, la parité spatiale est inversée et la direction du temps pointe vers ce que nous appelons le passé. Rien n'y choque la raison, c'est la conséquence stricte d'une équation. Mais contempler cette idée, c'est déjà franchir la frontière entre et vertige. À première vue, ces deux univers n'ont aucun contact. Ils évoluent chacun dans leur direction temporelle propre, séparés par une symétrie parfaite. Cependant, aux yeux des théoriciens, ce mur peut être traversé mathématiquement. Les deux univers pourraient s'équilibrer mutuellement, formant ensemble une seule entité intemporelle. Ce que nous percevons comme expansion cosmique ne serait peut-être que la respiration combinée de ces deux moitiés. Nous voyons l'univers s'éloigner, mais dans le miroir, il se contracte. Et la somme des déviations deux dynamiques reste nulle, immobile et complète. Cette vision transforme la cosmologie en un théâtre de reflets. Chaque photomètre, chaque télescope, chaque observatoire ne capterait qu'une moitié de la symphonie universelle. L'autre moitié nous regarde depuis les ténèbres du temps inversé, avec des étoiles mourant à rebours et des galaxies naissant avant d'avoir fini de s'effondrer. Dans cet anti-univers, la lumière se refermerait sur elle-même, comme une pellicule rembobinée. À travers son existence hypothétique, c'est la nôtre qui prend soudain la valeur d'un fragment, pas d'un tout. Imagine ce que cela signifie. Ton passé n'est peut-être rien d'autre que le futur de cet univers symétrique. Chaque seconde qui s'écoule ici correspond à son opposé inversé là-bas. Quand tu souffles, il inspire. Quand tu marches, il revient sur ses pas. L'un se dissout, l'autre se forme, et ensemble, ils maintiennent le cosmos dans un équilibre qui défie l'imagination. Ainsi, l'univers miroir ne serait pas une duplication indépendante, mais le revers indispensable de la pièce cosmique. Sous cette perspective, la question du temps se complexifie. Car si les deux univers sont liés par une parfaite symétrie,
aucun d'eux ne peut revendiquer d'être premier. Le nôtre n'est pas l'original, et le leur n'est pas la copie. Ils se définissent mutuellement, se renvoyant leurs instants comme des échos à travers la surface du néant. L'existence entière devient un dialogue silencieux, une conversation entre deux totalités qui s'inversent et se répondent depuis toujours. Certaines hypothèses cosmologiques modernes évoquent timidement cette possibilité sans jamais la nommer ouvertement. Que le Big Bang, ce que nous considérons comme un commencement, soit en fait une zone d'équilibre, le point de jonction entre deux flèches du temps opposées. D'un côté, notre univers en expansion. De l'autre, un anti-univers se contractant vers ce même point initial. Dans cette vision, le Big Bang n'est pas une explosion, mais une symétrie absolue, un échange de direction temporelle. Ce que nous appelons « avant » n'existe pas, il est remplacé par l'autre côté du miroir. Cette hypothèse résout plusieurs énigmes. Pourquoi l'univers semble conserver sa neutralité de charge totale? Pourquoi la matière prévaut à peine sur l'antimatière? Pourquoi l'équilibre cosmique paraît si précis qu'il en devient improbable? Si l'univers possède un double inversé, tout s'équilibre naturellement, sans intervention divine ni coïncidence numéraire. Ce système miroir rend à la physique sa cohérence, mais il vole à la conscience son privilège d'exister dans un seul sens. Du point de vue de l'expérience humaine, cette idée est insupportable, car elle implique qu'il existe un autre toi, fait d'antimatière, vivant à rebours, reconstruisant un monde que tu appelles passé. Il ne sait pas que tu existes, tout comme tu ne perçois pas sa réalité. Pourtant, vos histoires sont symétriques, coordonnées, peut-être même nécessaires l'une à l'autre. Si l'un de vous cessait, l'équilibre global s'effondrerait. Vous n'êtes pas deux, vous êtes les deux faces d'une seule existence universelle. Dans cet anti-univers, les notions les plus fondamentales se dissolvent. La naissance devient disparition, la désintégration devient fusion, la lumière se condense pour redevenir source. Ce n'est pas un monde de fiction, c'est la traduction logique de la symétrie CPT. Les équations l'imposent, chaque phénomène a son équivalent inversé. Là-bas, les horloges reculent, mais pas par magie, simplement parce que leurs flèches thermodynamiques pointent dans le sens opposé. Le temps n'a pas changé, c'est notre référence qui s'est réorientée. Ce miroir du monde n'est pas un lieu qu'on peut atteindre ni observer. Il est une idée reconstruite, la face cachée de la loi fondamentale. Peut-être n'existe-t-il pas ailleurs, mais ici même, entremêlé à notre réalité, invisible parce que nous sommes enfermés dans notre sens du flux. Comme deux images superposées dans un seul film, les univers s'entrecroisent sans se toucher, et nous sommes le point aveugle entre les deux, celui où tout s'annule et tout recommence. Ce concept bouleverse la notion de causalité. Si l'univers miroir agit à rebours, cela signifie que nos effets pourraient être ses causes et ses conséquences nos origines. Alors la boucle est complète, la cause et l'effet se réconcilient dans une totalité intemporelle. Le Big Bang et le Big Retour deviennent les deux battements d'un même cœur cosmique, respirant dans des sens opposés. Aucune direction ne précède l'autre, elles s'équilibrent pour engendrer la stabilité que nous appelons réalité. Quand on médite sur cette image, on comprend pourquoi les physiciens hésitent à la divulguer, car elle dépasse les frontières de la expérimentale pour toucher à celle de la philosophie première. Comment penser un monde où notre mort est la naissance d'un autre, où notre présent se répète à l'envers quelque part? Dans un tel univers, le mot « éternité » retrouve son sens littéral. Tout se rejoue, indéfiniment, sans centre et sans fin. Certains ont tenté de visualiser cela à l'aide d'analogies. Imagine deux mains qui se rejoignent paume contre paume, l'une tournée vers le futur, l'autre vers le passé. Entre elles, la chaleur s'échange sans direction privilégiée. Une seule pulsation voyage dans les deux sens. Ce contact est notre réalité. Nous vivons dans le pli exact où le temps s'inverse,
dans la membrane imperceptible qui sépare deux cosmos en miroir. Ni l'un, ni l'autre n'avance, ils se contemplent éternellement. Peut-on sentir cette symétrie? Peut-être. Certains phénomènes quantiques le suggèrent discrètement. L'intrication, où deux particules réagissent instantanément comme si l'une était le souvenir de l'autre. L'annihilation, où la matière et l'antimatière disparaissent sans bruit, restituant leur énergie comme un écho parfait. À chaque fois, la laisse une empreinte du miroir, une trace du double invisible. Ce n'est pas une allégorie, c'est une condition de cohérence. Aucune expérience n'a encore tranché. Peut-être ne tranchera-t-on jamais, mais le simple fait que les équations l'exigent change tout. Nous devons désormais concevoir que la direction du temps n'est pas exclusive, que notre univers n'est qu'une perspective à demi tournée sur elle-même. Tout ce que nous croyons linéaire n'est qu'une section d'un cercle plus vaste. Et dans ce cercle, chaque instant existe deux fois. Une fois ici, une fois en miroir à l'envers. L'univers miroir n'est pas une menace, il est une promesse. La promesse qu'aucune information ne se perd réellement, qu'aucun événement ne disparaît dans le néant, car son image inversée en garde la trace. Le réel, dans sa profondeur, est réversible. Ce que nous appelons fin est maintien, ce que nous nommons séparation est équilibre. Et si nous pouvions percevoir cette totalité, l'angoisse de l'irréversible s'effacerait comme un rêve mal compris. Mais la conscience, elle, ne sait pas se retourner. Elle est faite pour lire dans un seul sens, pour créer la continuité narrative du temps. C'est pourquoi nous appelons cela vivre. Vivre dans un univers symétrique, c'est simplement avancer à contresens de soi-même, en ignorant qu'à chaque pas, l'autre moitié du cosmos revient vers nous. Et peut-être que dans cette rencontre invisible réside le vrai miracle. Deux mondes opposés qui, sans jamais se toucher, s'équilibrent dans un silence parfait. Alors, chaque fois que tu regardes le ciel, la nuit, les constellations, les reflets du passé à des milliards d'années-lumière, rappelle-toi que de l'autre côté du miroir, quelqu'un regarde peut-être aussi. Mais son regard te précède. Car chez lui, le temps recule, et chaque étoile que tu vois mourir là-bas vient de naître, éclairant à rebours la même question. Que se passe-t-il quand l'univers se regarde lui-même? Le moment arrive toujours ainsi. Une idée surgit, silencieuse, et tout ce que nous croyions stable s'effondre. L'intuition, ce sens intérieur qui nous guide comme un fil invisible à travers le monde, se brise face à la logique glaciale de la physique. La symétrie CPT n'est pas seulement un concept abstrait, c'est une injonction à repenser ce que signifie comprendre, car tout dans nos esprits est construit sur des asymétries affectives. Nous naissons, nous avançons, nous mourons, et croire que le temps puisse se surplier, c'est provoquer une déchirure dans le tissu même de l'expérience humaine. Le paradoxe apparaît dès qu'on tente de visualiser ce que les équations affirment. Si le futur peut influencer le passé, alors toute notre chaîne de causalité s'inverse. Le verre tombe parce qu'il est déjà brisé, la graine germe parce que son arbre existe déjà quelque part, en sens inverse. Cela ne viole pas les lois de là, cela viole seulement notre besoin de croire que nous décidons. C'est ici que la touche l'inconscient collectif et que l'équation se transforme en vertige. Le cerveau humain est incapable de penser le temps à double sens. Il l'imagine comme une route droite, jamais comme un ruban replié sur lui-même. Nous anticipons, nous nous souvenons, mais ces deux directions ne coexistent jamais réellement dans la conscience. La symétrie CPT affirme pourtant qu'elles se rejoignent à chaque instant, dans le présent. Le présent n'est que l'endroit où l'avance et le recul échangent leur rôle. Ce point muet, immobile, est la seule réalité stable, et c'est lui que nous appelons existence. Devant cette idée, la peur s'installe, car si le futur peut modifier le passé, alors rien n'est encore figé, ni ce qui a été, ni ce qui sera. Tout devient flot,
boucle, dialogue entre deux directions du temps. La notion de souvenir s'inverse. Ce ne sont plus les causes qui créent les effets, mais les effets qui sculptent les causes nécessaires pour les rendre possibles. C'est une pensée insupportable pour des êtres habitués au récit, car elle retire au monde son fil conducteur. Ce qui nous reste, c'est le vertige de l'éternel recommencement simultané. Les mathématiques le disent avec froideur, mais la conscience le ressent comme un tremblement. Nous percevons la succession comme une vérité biologique. Une seconde suit une autre, pas l'inverse. C'est une illusion élaborée par le cerveau pour survivre. Si la réalité véritable s'imposait soudain à nous, si nous voyions tout à la fois et dans les deux sens, notre identité se dissoudrait comme un rêve à l'intérieur d'un autre. Car exister pour la conscience, c'est choisir une direction dans un univers qui n'en a pas. On pourrait comparer cela à un cercle parfait. L'œil humain le voit comme continu, sans haut ni bas, mais s'il devait en choisir un point pour y vivre, il imposerait aussitôt un début et une fin. Le temps est cette illusion du cercle tronqué. Nous l'approchons comme une ligne alors qu'il n'est qu'un cycle. La symétrie CPT nous rappelle que nous n'en parcourons qu'une moitié, l'autre s'enroulant simultanément dans le sens opposé. Nous vivons la moitié visible d'un miracle qui fonctionne sans que nous le comprenions. Certains physiciens ont tenté d'apprivoiser cette idée par des expériences mentales. Ils imaginent une particule qui se déplace librement dans une chambre parfaite, puis revoit son propre trajet, exactement inversé. Aucune perte d'énergie, aucun bruit, aucun oubli. Tout est identique. Pourtant, cette expérience ne se déroule pas réellement. Elle ne peut exister que dans un esprit capable de supporter un univers sans mémoire. L'espace et le temps y deviennent interchangeables et chaque instant se rejoue éternellement. Mais la L s'obstine à produire un sens apparent. L'entropie augmente, le désordre croît, la chaleur se dissipe. Voilà notre illusion favorite, croire que le désordre est synonyme d'irréversibilité. La symétrie CPT contredit cela. Ce que nous interprétons comme désordre n'est qu'une orientation statistique du regard. Le chaos n'a pas de direction, il est la somme parfaite de tous les sens possibles du temps. C'est nous qui en faisons une ligne, parce que nous ne supportons pas l'idée d'un flux sans début. Alors l'intuition explose. Rien ne reste du confort de notre perception ordinaire. La causalité se plie sur elle-même comme une feuille sous le vent, et nos esprits, modelés par des milliers d'années d'évolution, refusent d'y croire. Nous avons inventé la flèche du temps comme un instrument cognitif pour retenir la douleur, la mémoire et la mort. Sans elle, le monde serait invivable. Avec elle, il devient supportable, mais partiellement faux. L'humain préfère supporter l'illusion que d'affronter la symétrie. Si l'on accepte malgré tout cette perspective, les paradoxes se multiplient. Comment distinguer l'origine de la fin, la cause de l'effet, si les deux coexistent? Le mot « avant » devient relatif et le mot « après » perd son sens. Dans ce brouillard logique, seul le présent conserve une consistance. Il devient l'unique point où la conscience pose son regard pour ne pas basculer. Le présent, alors, n'est plus un instant fugitif, mais une zone d'équilibre entre deux infinis qui s'annulent. Les traditions anciennes parlaient sans le savoir de cette structure. Elles appelaient cela l'éternel retour, l'instant suspendu, la roue de la vie. Peut-être pressentait-elle déjà, dans l'architecture du monde, cette réversibilité subtile. Ce que les mythes disaient à par intuition, la physique le dit par équation. Cependant, la signification reste la même. Tout ce qui s'éloigne revient, et tout ce qui cesse recommence. L'univers ne connaît que la respiration alternative du temps qui se regarde. Pour la conscience moderne, cette idée demeure terrifiante, car elle réduit la liberté à une illusion réversible. Si nos choix sont déjà inscrits dans les deux directions, alors leur importance disparaît. Mais peut-être cette disparition est-elle le prix de la vérité. Être libre
dans un monde réversible, ce n'est pas choisir, c'est coïncider parfaitement avec l'équilibre entre le passé et le futur. La liberté devient une géométrie, pas une décision. Cette géométrie réside partout, dans le mouvement d'un pendule, dans le battement d'un cœur, dans la symphonie d'une onde. Chaque oscillation est l'écho d'un retour. Et au fond, peut-être que l'intuition humaine n'a pas implosé. Elle s'est simplement trompée de direction. Nous avons cru avancer, mais nous avons appris à osciller. Cette oscillation, persistante et silencieuse, est la signature de la symétrie CPT à travers nous. Une mémoire inconsciente du cosmos qui se réajuste à chaque battement. Le plus grand paradoxe n'est donc pas que le temps soit réversible, c'est que nous en ayons l'intuition sans pouvoir la comprendre. Nous sommes capables d'imaginer la boucle, mais incapables de la vivre consciemment. Nos rêves, nos désirs et nos regrets jouent pourtant sur les interférences de cette boucle. Chaque pensée de l'avenir est une invocation du passé dans le sens opposé, et chaque souvenir est un futur en miroir, cherchant sa place dans la trame du présent. Si l'intuition humaine se brise ici, c'est qu'elle atteint sa limite naturelle. Notre pensée a été forgée pour simplifier, pas pour supporter l'infini symétrique. Nous aimons les causes nettes, les effets mesurables, les fins claires. Le réel, lui, n'a ni début ni fin. Il pulse, il inverse, il se répète. Tout le reste est une fiction perceptive nécessaire à la survie de l'esprit. Mais il est peut-être temps d'accepter, sans pouvoir la résoudre, la plus belle contradiction du monde. Tout ce qui existe s'annule sans disparaître. Dans le miroir brisé de la symétrie CPT, l'intuition humaine contemple enfin sa propre fragilité. Elle découvre que comprendre n'est pas posséder, mais perdre. Perdre la linéarité, perdre la direction, perdre la sécurité du sens. Au bout du compte, il ne reste qu'un calme étrange, celui d'un univers qui avance et recule simultanément sans que rien n'en soit perturbé. Et au centre de ce mouvement double, une seule certitude demeure. L'existence, elle, continue de se regarder elle-même, indifférente au sens qu'on veut lui donner. À ce stade, la physique et la métaphysique cessent d'être séparées. Quand l'univers se retourne sur lui-même dans la symétrie du temps, il faut alors poser la question de l'observateur. Qui voit l'inversion? Qui maintient la cohérence d'un monde où les causes et les effets se confondent? La décrit les transformations, mais elle oublie souvent celui qui regarde. Et c'est dans cette absence que s'est caché le plus grand mystère, la conscience comme miroir du temps. Depuis des décennies, les équations racontent une histoire muette. Tout est réversible, tout peut se rejouer. Pourtant, nous, les êtres conscients, ressentons la direction. Nous savons distinguer un souvenir d'une anticipation, un avant d'un après. D'où vient cette dissymétrie subjective, si le réel est parfaitement symétrique? C'est ici que la mécanique quantique trouble la question. Elle nous apprend qu'il n'y a pas de réalité sans observation, pas d'existence sans mesure. Chaque particule semble suspendue entre plusieurs devenirs possibles, jusqu'à ce qu'un regard ou une interaction la contraigne à choisir. Ce regard n'est pas forcément humain. C'est une rupture dans la neutralité du champ, un point où l'indétermination trouve une stabilité. L'observateur agit comme un point fixe dans une mer de potentialités. Mais si les lois du monde sont réversibles, alors cet acte d'observer ne se fait-il pas dans les deux sens du temps? Quand tu mesures, peut-être que tu es aussi mesuré depuis le futur. La conscience se situe donc exactement à l'endroit où le temps s'enroule. Elle n'appartient ni au passé ni au futur, mais à leur tension commune. Elle est le nœud où le flux se tord. Chaque instant de perception est comme une couture entre deux moitiés du réel, un point de jonction où les deux directions du temps s'unissent pour créer la sensation de continuité. Ce que tu appelles « maintenant » n'est qu'une intersection instable entre ce qui te précède et ce qui t'appelle. Lorsque tu fermes les yeux, que reste-t-il du monde? Des sons,
Des traces électriques dans ton cerveau, peut-être, mais l'essentiel demeure. La conscience maintient la forme du réel, même sans perception sensorielle directe. C'est elle qui tisse la cohérence, c'est elle qui fabrique la durée. Si la symétrie CPT est l'architecture, alors la conscience en est la lumière qui en révèle les parois. Sans elle, il n'y aurait ni avant, ni après, ni question du temps. Le concept d'observateur quantique a souvent été mal compris. Il ne signifie pas que la volonté crée le monde comme par magie, mais que toute observation est un échange d'informations entre des niveaux d'existence qui se doivent de mutuellement leur forme. Un atome mesure un champ, un photon perçoit une ouverture. La conscience humaine n'est qu'un prolongement extrême de ce jeu universel de regard. Nous sommes le produit d'une observation mutuelle infinie, un dialogue silencieux où l'univers apprend à se reconnaître. Imagine maintenant le temps non comme une ligne, mais comme une spirale. Chaque tour, chaque boucle représente une perception. L'observateur avance en même temps qu'il revient, glissant sur les cercles imbriqués de son propre regard. Ce mouvement n'est pas métaphorique, c'est la structure même du présent. Le cosmos ne grandit pas, il s'auto-reconnaît dans une suite infinie de moments reflétés, chacun confirmé par la conscience qui en prend note. La conscience, dans cette perspective, n'est pas dans le temps, elle produit le temps. Elle crée la séparation entre passé et futur pour rendre le monde habitable. Les souvenirs ne sont pas derrière nous, ils sont des structures de cohérence, générées à chaque instant pour maintenir la stabilité de l'univers local. Et ce que nous appelons avenir n'est que la projection inverse de la mémoire, le reflet qui vient boucler la symétrie. Rien ne naît, rien ne meurt, tout se révèle, synchronisé à l'acte de conscience. Ce qui est fascinant, c'est que la physique et la phénoménologie s'accordent ici sans le vouloir. Les équations décrivent le monde comme une entité réversible, et la méditation profonde expérimente cette réversibilité à l'échelle du vécu. Quand le mental s'éteint, le temps perd sa direction. Il n'y a plus de succession, seulement l'immobilité consciente d'un présent éternel. Peut-être que la symétrie CPT n'est que la traduction physique de cette expérience ultime, le silence abstrait où tout existe en même temps. Mais si la conscience est ce point d'équilibre, cela veut dire qu'elle participe à l'équation. L'observateur n'est pas extérieur au monde observé, il en est la fonction symétrique. En changeant la manière dont il se perçoit, il reconfigure le monde autour de lui, non par magie, mais parce que toute description du réel inclut forcément celui qui décrit. L'univers ne se regarde pas depuis l'extérieur. Il se contemple à travers tous les yeux, tous les esprits, toutes les mesures qu'il engendre. Ce renversement est vertigineux. Il efface la séparation entre objet et sujet, entre loi et conscience. Si le monde est réversible, alors chaque perception est double. Quand tu admires un coucher de soleil, peut-être qu'à l'envers du temps, quelque chose te contemple en retour, transformant ton regard en souvenir inversé. C'est cette coïncidence indéchiffrable entre les deux sens du temps qui donne naissance à la sensation du moi. Nous ne sommes pas des entités séparées, mais des plis dans la continuité du regard universel. Chaque expérience vivante est une collision douce entre ces deux directions. L'amour, la peur, la mémoire, la fatigue, tout est oscillation de la conscience entre deux infinis. La symétrie CPT, dans son abstraction pure, est le code de cette oscillation. Le monde n'existe pas, il se réfléchit, et c'est pourquoi toute existence consciente est à la fois acte et écho, cause et conséquence. Nous respirons dans un espace où chaque souffle va dans les deux sens à la fois. Lorsque les scientifiques analysent les fondations de la mécanique quantique, ils découvrent un étrange parallèle. À mesure qu'ils précisent leurs mesures, la frontière entre observateur et observé devient floue. Plus la conscience tente de saisir le monde, plus le monde semble la saisir. C'est un échange symétrique. À l'échelle la plus fine, il n'y a plus de différence entre mesure et existence. Tout devient interaction pure,
Une danse entre la connaissance et ce qui est connu. Cette danse a une conséquence existentielle. Elle rend la conscience responsable de la stabilité du réel. Sans regard, il n'y aurait que potentialité diffuse. Mais ce regard n'est pas un privilège humain, il est cosmique. C'est la manière qu'a l'univers de se maintenir dans l'être. La symétrie CPT n'est alors plus un simple théorème, elle est la respiration de l'être magnifié par la conscience. Chaque instant observé est une confirmation du monde. Et si cette conscience cosmique n'était pas un esprit collectif, mais un effet émergent du dialogue entre deux temps, lorsque le futur et le passé se touchent, il se crée une lucidité, celle du présent conscient. Nous sommes le point où se conjuguent deux infinis. Nous croyons penser dans une seule direction, mais chaque pensée est la fusion de deux moitiés symétriques de réalité. La conscience n'est pas l'observateur suprême. Elle est la surface du contact entre deux flèches du temps opposées. Tu pourrais imaginer ta vie comme une onde stationnaire entre deux rives temporelles. Chaque souvenir et chaque intention y sont des vibrations inversées qui se maintiennent l'une grâce à l'autre. Le sens du temps que tu ressens n'est qu'une illusion de perspective sur cette onde. La symétrie CPT est la condition même de cette stabilité. Si elle cessait d'exister, le monde, ton esprit et ton existence s'éparpilleraient en directions infinies, sans cohérence ni espace commun. Ainsi, la conscience devient ce que la physique cherchait sans le dire, la clé du temps. Non pas comme une énergie mystérieuse, mais comme une architecture. Elle n'est pas la cause du réel, mais son miroir conscient. En elle, les deux sens du temps se regardent et s'équilibrent, et dans cet équilibre fragile, l'être émerge comme un murmure entre deux éternités qui se contiennent. Le temps ne s'écoule donc pas à travers toi, c'est toi qui coules à travers lui, comme un rêve réversible. Chaque instant vécu est un reflet d'un autre instant, invisible en marche inverse. Et ce dialogue silencieux entre les deux moitiés du monde crée la symphonie du réel. L'univers n'a pas besoin d'un spectateur unique, parce que tout en toi, chaque atome, chaque cellule, est déjà un observateur du temps qui s'enroule. Dans le grand miroir du cosmos, la conscience est la signature du retour éternel. Le mot « liberté » a bercé toute l'histoire humaine. Nous en avons fait l'étendard de nos révolutions, la justification de nos choix et la base de notre responsabilité morale. Mais à la lumière de la symétrie CPT, cette idée trop humaine se déforme. Peut-on être libre dans un univers où le temps lui-même est réversible? Et si ce que nous appelons décision n'était que le reflet d'un mouvement déjà inscrit dans les deux sens du temps, un geste symétrique que la conscience interprète comme sienne? Imagine un ruban de Möbius, cette surface étrange, sans intérieur ni extérieur. Si tu avances dessus, tu reviens exactement au point de départ, mais inversé. Le haut devient bas, la gauche devient droite, sans rupture apparente. Peut-être que la liberté humaine ressemble à cela. Un déplacement circulaire sur le ruban du temps, où chaque choix nous ramène à son opposé. Nous croyons décider, mais nous suivons la torsion cachée du réel. La physique, dans sa froideur, ne connaît pas la liberté. Ses équations se contentent d'obéir à la cohérence. Si chaque cause peut devenir effet et chaque effet cause dans un univers CPT symétrique, alors le libre arbitre n'est plus qu'un phénomène émergent, un effet secondaire du déséquilibre cognitif. La conscience, en créant la flèche du temps, crée aussi l'illusion de choix. Elle trace une direction là où l'univers n'en propose aucune. La liberté devient la version humaine de l'indétermination quantique, une frontière imaginaire entre les deux infinis. Quand tu te tiens devant une décision, ton cerveau traite des milliards de signaux. Certains viennent du passé, d'autres, qui sait, du futur.
Les expériences du présent sont façonnées par ce dialogue invisible entre ce que tu as été et ce que tu deviendras. Ainsi, ta liberté n'est pas création, mais synchronisation. Tu ajustes ton point sur la ligne réversible du temps. Tu ne choisis pas, tu entres en phase avec ce que le monde a déjà choisi pour toi dans son autre direction. Cela ne signifie pas que tu es une marionnette mécanique, car l'illusion du choix a une puissance concrète. C'est elle qui te fait agir, aimer, créer, lutter. Le libre arbitre, même s'il n'est qu'une perception dans un univers symétrique, est ce qui rend l'expérience vivante. Peut-être qu'il ne s'agit pas d'un mensonge, mais d'une traduction. La conscience traduit la réversibilité en responsabilité pour rendre habitable le paradoxe. Comme le ruban de Möbius, notre pensée transforme la boucle en chemin. Les religions et les philosophies ont depuis toujours débattu du destin et de la volonté. Pourtant, aucune n'avait imaginé que les deux puissent être vraies simultanément. Si tout est écrit à la fois vers l'avant et vers l'arrière, alors le destin et le libre arbitre sont des perspectives différentes d'une même symétrie. Tu n'accomplis pas un futur, tu l'équilibres. Chaque geste que tu poses ici modifie la tension entre deux versions de toi-même, celle qui s'éloigne et celle qui revient. Créer devient corriger. La symétrie CPT nous force à repenser la notion même de causalité intérieure. Nous avons tendance à croire que nos pensées précèdent nos actions. Mais si le futur influence le passé, alors nos décisions peuvent être les conséquences de leurs propres résultats. Ce que tu choisis aujourd'hui a peut-être été déterminé par la version de toi qui connaît déjà l'issue. Le présent devient un point de rencontre entre volonté et souvenir, entre anticipation et rappel inversé. C'est là, sur cette frontière, que la conscience se découvre prisonnière et créatrice à la fois. Nous pouvons visualiser cette situation comme une dualité d'ondes interférant dans un espace de possibilités. La première onde vient du passé, la seconde du futur. Leur superposition crée le motif de ton expérience actuelle. Ton libre arbitre n'est pas dans le choix du motif, mais dans la capacité d'en prendre conscience. Le réel, dans cette perspective, n'est ni imposé ni aléatoire. Il est co-construit entre ce que tu as été et ce que tu seras. La liberté n'existe qu'à l'endroit où les deux versions de toi se reconnaissent. Ce constat, loin d'être désespérant, ouvre une voie nouvelle. Car si la liberté n'est pas absolue, elle est relationnelle. Elle naît du dialogue entre deux extrémités du temps. Être libre, ce n'est pas échapper aux lois de la physique, mais apprendre à naviguer dans leur miroir. La conscience humaine devient l'organe de ce passage, comme une membrane semi-transparente entre les deux moitiés d'un univers qui se contemple. Là où l'univers obéit à la symétrie, l'humain invente le sens. Pourquoi avons-nous tant besoin de croire à la décision personnelle? Peut-être parce que sans cette croyance, la conscience perdrait sa cohérence. L'idée de libre arbitre agit comme une boussole psychique dans un monde qui n'a aucune direction préférée. Elle maintient la narration de soi, cette histoire intérieure qui justifie nos émotions et nos regrets. Nous avons besoin du récit pour masquer la boucle. Nous préférons la succession au simultané, la flèche à la spirale. C'est notre manière d'être vivant dans un système d'équilibre éternel. Le ruban de Möbius symbolise parfaitement ce paradoxe. Si tu le suis du doigt sans t'arrêter, tu parcours les deux faces sans jamais franchir de bord. C'est une surface unique qui contient à la fois l'endroit et l'envers. Le libre arbitre fonctionne ainsi, un mouvement unique perçu comme double. Tu te sens avancer sur une face, pendant qu'en vérité, tu traverses les deux. La conscience, dans son ignorance du retournement, appelle cela évolution. Si la symétrie CPT est vraie, alors chaque événement dans ta vie possède une version inversée dans un autre segment du temps. Ce que tu crains a peut-être déjà eu lieu, mais dans le sens contraire. Ce que tu espères, tu l'as peut-être déjà dépassé, au-delà du miroir. La liberté n'est donc pas de provoquer quelque chose de nouveau,
mais d'en prendre conscience à travers ses reflets. Être libre, c'est reconnaître que rien ne t'appartient vraiment, car tout ce que tu expérimentes existe déjà en double. Dans cette compréhension, la responsabilité humaine se transforme. Tu n'es plus coupable ni innocent, tu es synchronisé. Ce que tu appelles faute n'est peut-être que désaccord entre deux versions de toi-même dans des temps opposés. Aucune action ne peut être jugée isolément, car elle résonne à travers les dimensions du temps qui se répondent. Le bien et le mal eux-mêmes deviennent des interprétations locales d'un équilibre global, et le pardon, dans ce cadre, devient une reconnexion entre les deux sens du destin. Les philosophes anciens avaient pressenti quelque chose sans disposer du langage mathématique pour le formuler. Ils parlaient d'harmonie préétablie, de cycle, de récapitulation cosmique. Ce qu'ils décrivaient, intuitivement, n'était peut-être que la traduction primitive de la symétrie CPT. Un monde sans flèche unique, mais plein d'échos. Le libre arbitre, dans ce modèle, n'est pas supprimé, il est intégré. Chaque décision est un accord subtil entre les deux courants du temps. L'univers y trouve sa cohérence et la conscience, son illusion nécessaire. Mais si tout est déjà équilibré, pourquoi continuer à choisir? Parce que sans la sensation de choix, la conscience s'éteindrait. Le libre arbitre est la respiration psychique du cosmos à travers nous. Il donne goût à la boucle et couleur à l'équilibre. C'est le mensonge indispensable de la vie consciente. Peut-être que l'univers a besoin de cet oubli pour se maintenir vivant. La réversibilité totale serait trop parfaite pour engendrer l'expérience. Ainsi, nous oscillons sur le ruban de Möbius, croyant progresser alors que nous revenons toujours à nous-mêmes. Et dans cette oscillation réside peut-être la seule vraie liberté, celle de jouer. Jouer à être, à choisir, à aimer, dans un monde où tout est déjà décidé dans les deux sens. Être conscient, c'est participer pleinement à la fiction du choix en sachant qu'elle n'est pas réelle. C'est sentir le ruban se retourner sous ses doigts et continuer d'avancer sans peur. Au bout du compte, la symétrie CPT ne nie pas le libre arbitre, elle le repositionne. Ce n'est plus un pouvoir de créer le futur, mais une danse avec lui. Le libre arbitre n'est pas un don, mais une manière de lire le temps depuis l'intérieur de son miroir. Nous sommes à la fois l'auteur et le lecteur d'une histoire écrite dans les deux sens. Et si cela paraît contradictoire, c'est que la vérité du monde l'est aussi, tordue, infinie, parfaitement réversible. Dans les sous-sols glacés des grands laboratoires, là où la lumière artificielle remplace le jour, la symétrie CPT n'est pas un concept abstrait. Elle est le cœur des expériences, la trame invisible de la matière qui se révèle dans l'obscurité. Chaque collision de particules, chaque vibration d'un champ répète la même histoire. Le réel tente d'échapper à sa propre image. Pourtant, à chaque tentative, il retrouve ce miroir fondamental qui refuse de se briser. Et dans cette récurrence parfaite, les physiciens perçoivent quelque chose d'inquiétant, une cohérence trop totale pour être humaine. Depuis plus d'un demi-siècle, la recherche expérimentale poursuit une question simple. Le monde obéit-il vraiment à la symétrie CPT? Jusqu'à présent, toutes les données confirment la stabilité du théorème. Dans les accélérateurs de particules, les électrons et les positrons se comparent comme des jumeaux réfléchis. Leur masse, leur charge, leur spin s'ajustent avec une précision vertigineuse. Mais au-delà de ces chiffres parfaits, une rumeur circule. Quelques anomalies surgissent parfois, fragiles et fugaces, comme des murmures venus d'un autre versant du temps. Les expériences les plus sensibles n'observent pas seulement la matière, mais la frontière entre symétrie et rupture. Parfois, une particule semble se comporter différemment de son antiparticule, comme si elle hésitait. Les résultats se corrigent d'eux-mêmes, les écarts disparaissent dans la marge d'erreur, mais le malaise demeure. Si la symétrie est absolue, alors ces oscillations ne devraient pas exister. Peut-être ne sont-elles pas des erreurs, mais des messages, des preuves que la perfection du miroir n'est pas totale,
qu'il existe une fêlure où la réalité respire. Dans des chambres vides refroidies à des températures proches du zéro absolu, les chercheurs traquent cette imperfection. Ils manipulent les antihydrogènes, observent leur spectre lumineux, mesurent leur réaction au champ magnétique. Chaque paramètre est ajusté, chaque observation répétée des milliers de fois. Et pourtant, la question reste entière. Pourquoi la matière domine-t-elle dans notre univers et l'antimatière s'efface-t-elle? Si la symétrie CPT était la règle inviolable, les deux devraient exister en proportions égales. Cette asymétrie cosmique est le secret que la cherche à comprendre sans pouvoir le formuler pleinement. Dans ces laboratoires souterrains, les scientifiques vivent entre deux réalités, celle des chiffres mesurés et celle, silencieuse, des intuitions qu'ils n'osent ne pas écrire. Certains affirment ressentir un trouble presque métaphysique. Devant l'équilibre parfait des équations, ils pressentent l'ombre d'un équilibre invisible. Comme si le monde qu'ils étudient n'était qu'une section de quelque chose de plus vaste, et que de l'autre côté de la symétrie, une version inversée de leurs propres expériences se déroulait à rebours. L'idée d'un anti-univers a commencé à s'imposer comme un murmure collectif, un monde miroir où chaque particule serait une antiparticule et où le temps s'écoulerait en sens inverse. Pas de rupture avec notre réalité, mais une complémentarité absolue. Chaque explosion de particules ici correspondrait à une implosion là-bas. Chaque instant de création serait, dans l'autre sens, un instant d'effacement. Le cosmos se maintiendrait alors dans un équilibre total, deux moitiés oscillant doucement autour d'un centre invisible. Mais dans la communauté scientifique, cette hypothèse trouble suscite plus de silence que d'enthousiasme. Car si elle est exacte, elle détruit la frontière entre observation et participation. Elle impose que l'univers entier soit une seule expérience, auto-ajustée par la réversibilité du temps. Alors les notions classiques, cause, mesure, reproductibilité, se dissolvent. Si tout est replié sur son miroir, alors l'observateur est aussi l'observé, et chaque expérience devient un dialogue avec son reflet temporel. Les guerres silencieuses dont parlent certains chercheurs ne sont pas faites d'armes, mais de protocoles. Dans les congrès, les débats sont feutrés, mais les tensions réelles. Les conservateurs exigent des preuves irréfutables. Les iconoclastes parlent de nouveaux paradigmes. Entre les deux camps se déroule une bataille invisible, celle de la définition même du temps expérimental. Peut-on réellement reproduire une expérience si le temps ne s'écoule pas uniformément pour les deux moitiés du système étudié? Peut-on tester la symétrie depuis l'intérieur d'un univers qui la génère? Les instruments deviennent alors des oracles modernes. Les détecteurs captent des signaux au seuil du vide, des fluctuations si minces qu'elles défient la compréhension. Chaque point de données devient un champ de bataille entre la certitude et le doute. Derrière le luxe des machines, la contemporaine retrouve une forme de mysticisme, celle d'une humanité cherchant à toucher le cœur invisible de la symétrie. L'expérimentateur, parfois, regarde son écran et a l'impression d'être observé en retour. Au-delà de la mesure, il y a la peur de la découverte, car un seul résultat contraire à la symétrie CPT ferait trembler tout l'édifice théorique bâti depuis un siècle. Les équations dériveraient, les modèles s'effondreraient, la stabilité même du réel serait remise en doute. La réversibilité du temps, au lieu d'être un principe d'équilibre, deviendrait une blessure ouverte. Les physiciens préfèrent donc la perfection stable aux anomalies menaçantes. Il vaut mieux un miroir intact qu'un abîme de réflexion infinie. Et pourtant, les anomalies persistent, ménagées par le hasard ou le destin. De minuscules écarts dans les neutrinos, des décalages dans les spectres d'antimatière. Rien qui brise la règle, mais assez pour rappeler qu'une règle n'existe que parce qu'elle peut être transgressée. Peut-être que ces imperfections sont les battements du cœur cosmique, la respiration d'un univers vivant qui refuse la symétrie absolue. Après tout, la vie elle-même est déséquilibre stable, une rupture permanente de l'équilibre parfait.
Les chercheurs qui osent formuler ces idées deviennent vite des solitaires. Leurs articles sont rejetés, leurs carrières mises en pause. Dans les cercles restreints, ils continuent pourtant à discuter, entre deux conférences, d'autres moyens de sonder le temps. Expériences à choix retardés, tests de non-localité, systèmes quantiques piégés simulant le renversement temporel. Chacun cherche une preuve discrète que le futur peut, d'une manière ou d'une autre, influencer le passé. Et derrière cette quête cachée se profile la question interdite. L'univers est-il en train de s'observer lui-même? Les résultats les plus fascinants viennent souvent de l'ambiguïté. Un photon qui semble choisir sa trajectoire après la mesure, un électron qui réagit à une configuration encore non définie. Ces phénomènes sont réels, mesurables et pourtant impossibles à comprendre dans une logique linéaire. Pour les uns, c'est une simple propriété du hasard. Pour d'autres, une fissure dans le mur de la causalité. Chaque anomalie devient un reflet de l'anti-univers invisible, comme un clin d'œil depuis l'autre rive du temps. Dans les réunions officielles, tout paraît calme. Les rapports concluent à la validité du théorème CPT, les articles se félicitent de la précision atteinte. Mais dans les notes privées, un autre ton apparaît. On y parle de synchronisation étrange entre expériences menées à des milliers de kilomètres, de coïncidences temporelles inexplicables, de résultats identiques obtenus avant que les protocoles soient officiellement lancés. Comme s'il connaissait à l'avance ce que nous allions chercher, peut-être que la vraie symétrie CPT n'est pas seulement dans la matière, mais dans l'acte de chercher. Chaque chercheur, chaque instrument, chaque donnée fait partie d'un vaste système d'autorégulation temporelle. Le savoir circule dans les deux sens, se corrige lui-même avant même d'être formulé. C'est une idée bouleversante, le futur de l'influence déjà son passé. Les découvertes à venir déterminent les intuitions présentes, et la vérité, dans son calme glacial, se déplace toujours vers l'équilibre. Les guerres silencieuses ne se gagnent donc pas dans les débats, mais dans les consciences. Les physiciens, qu'ils l'admettent ou non, se tiennent à la frontière de ce qu'ils peuvent supporter. La vérité sur la symétrie CPT n'est pas seulement un défi scientifique, mais un test spirituel. Il faut accepter l'idée que tout ce que l'on mesure nous mesure aussi, et qu'au moment même où nous croyons capturer le réel, c'est le réel qui nous capture, pour se contempler encore une fois dans son miroir infini. Le monde attend peut-être encore son expérience décisive, celle qui prouverait que la symétrie est exacte, ou au contraire qu'elle cache une fracture secrète. En attendant, la continue de travailler dans le bruit du vide, entre le murmure des champs et le chant discret des particules. Chaque anomalie, chaque écart, chaque soupçon d'asymétrie est un poème écrit dans le langage du cosmos, et peut-être que, dans cet effort inlassable de vérification, ce n'est pas la symétrie que les hommes cherchent, mais leur propre reflet dans la lumière réversible du temps. Il y a des nuits où le silence semble pencher. On sent vaguement que quelque chose, quelque part, s'inverse. Le monde ressemble alors à une horloge qui hésite entre deux battements, à un souffle suspendu qui pourrait repartir dans n'importe quelle direction. Et dans ce moment fragile, une idée s'élève. Et si la flèche du temps n'était qu'un effet d'optique, un produit de notre perception plutôt qu'une propriété du réel? Mais aussitôt surgit la question inverse. Et si, malgré tout, cette flèche existait vraiment, absolue, irréductible, une asymétrie brutale au cœur d'un univers pourtant symétrique? Depuis toujours, la physique enseigne que ces lois fondamentales n'ont pas de préférence temporelle. Elles fonctionnent aussi bien dans un sens que dans l'autre. Pourtant, tout ce qui vit dans cet univers, toi, moi, la lumière, la mémoire, semble prisonnier d'une direction. Nous nous souvenons du passé, jamais de l'avenir. Nous vieillissons, nous nous usons, nous brûlons lentement dans le flux irréversible du temps. Cette tension entre les équations et l'expérience est peut-être la plus grande fracture cognitive de l'humanité. Si la symétrie CPT dit vrai,
alors l'univers fonctionne comme un miroir parfait. Inverse et charge, espace et temps ne changent rien. Mais dans ce miroir, nous ne percevons qu'une moitié. Notre conscience se déplace sur cette surface comme un rayon parcourant un prisme, incapable de voir l'autre face qui se déploie simultanément en sens inverse. Le temps y est une dimension neutre, un axe sans orientation. Nous lui prêtons une direction parce que notre mémoire, elle, ne sait pas revenir. Imagine pourtant un être capable de percevoir le temps dans les deux sens. Son existence serait incompréhensible pour nous. Il se souviendrait également du futur et du passé, indifféremment. Pour lui, rien ne commencerait ni ne finirait. La causalité serait remplacée par la cohérence absolue. Dans son esprit, les événements ne s'enchaîneraient pas, ils se tiendraient, tous à la fois. Peut-être que l'univers, dans son essence, est cet être, un organisme total dont chaque instant est un organe réversible. Alors, pourquoi cette illusion nous semble-t-elle si solide? Peut-être parce que l'entropie, cette mesure du désordre, agit comme un voile jeté sur la symétrie. Elle offre à la conscience une direction claire, une ligne à suivre dans l'océan fixe du réel. Le désordre croissant nous donne le sentiment d'un devenir, d'une marche, d'un avant qui se transforme en après. Mais ce sentiment n'est qu'un outil d'organisation mentale, une traduction du chaos en narration. Il n'y a pas de flux, seulement la perception d'un flux. Si la flèche du temps est une illusion, alors elle repose uniquement sur le contraste. Nos souvenirs créent le passé, nos attentes inventent le futur, et c'est entre ces deux constructions que se faufile la sensation du présent. Le monde ne coule pas, il vibre. Chaque vibration contient les deux directions du temps, mais nos sens ne peuvent en traduire qu'une seule à la fois. Nous sommes des lecteurs d'un livre circulaire que nous croyons linéaire, parce que notre regard n'avance que dans une direction. Pourtant, nier la flèche du temps revient à nier notre expérience la plus intime. La conscience est un mouvement, et ce mouvement semble s'inscrire dans la durée. Peut-être que l'illusion est nécessaire pour exister. Si nous percevions la réversibilité absolue, nos émotions perdraient leur force, nos décisions leur urgence, nos amours leur sens. L'existence entière repose sur cette dissymétrie perçue. La flèche du temps est peut-être la fiction la plus vitale de l'univers conscient. Mais si elle existe malgré tout, si cette flèche n'est pas qu'apparente, alors elle porte une signification profonde. Elle serait la preuve que la perfection symétrique ne suffit pas à expliquer l'être. Quelque chose, quelque part, a choisi une direction. Une brisure initiale dans la toile de la réversibilité. Le temps, alors, ne serait pas un simple axe neutre, mais une fracture originelle. Une asymétrie volontaire, indispensable à la naissance du sens et de la conscience. L'acte même qui a rendu l'univers capable de se raconter. Peut-être que cette asymétrie est la signature de l'origine. Une déchirure dans la totalité parfaite, un geste fondateur où la possibilité d'exister s'est séparée de l'éternité. Car pour qu'il y ait expérience, il faut tension, il faut déséquilibre. L'univers symétrique, livré à lui-même, serait silencieux, froid, infini mais sans récit. La flèche du temps apparaît alors comme une faute sacrée, un désordre initial qui rend la paix impossible, mais la vie inévitable. Elle est la preuve d'un univers qui veut se connaître. Entre ces deux visions, l'illusion et la rupture, la conscience se débat. Elle sent que la vérité se trouve peut-être dans leur superposition. Le temps pourrait être fondamentalement symétrique, mais perçu comme directionnel par les êtres plongés en lui. Ainsi, les deux sont vrais. La réversibilité absolue du réel et l'irréversibilité du vécu. La première appartient à la matière, la seconde à l'esprit, et c'est de leur rencontre que naît la matière de l'existence,
Quand la flèche du temps est observée de près, elle se brouille. Dans les phénomènes microscopiques, tout s'équilibre. Mais plus on s'élève vers la complexité, plus la direction se renforce. Les organismes, les civilisations, les pensées, tout semble se construire vers l'avant. Le temps subjectif est une propriété émergente de la complexité. C'est la courbure de la conscience dans la symétrie du réel. Le sens naît du déséquilibre, mais sans la symétrie, ce déséquilibre ne pourrait exister. Cela fait de l'humanité une anomalie délicieuse, la fissure consciente dans la perfection cosmique. Nous portons la flèche du temps comme un fardeau sacré, une cicatrice d'un univers trop parfait pour supporter le mouvement. Et pourtant, c'est cette cicatrice qui crée la beauté. Car sans direction, il n'y a pas de musique, seulement une note infinie tenue dans le vide. Le temps, brisé, devient mélodie. Et nous, fragments de cette contradiction, dansons sur sa ligne désaxée. Ainsi, la question n'est peut-être pas de savoir si la flèche du temps est réelle ou illusoire. C'est de comprendre pourquoi elle doit être perçue comme telle. L'univers pourrait être réversible, mais il a besoin d'observateurs irréversibles pour se percevoir. La flèche du temps serait alors une illusion émergente, nécessaire, autoconsistante. Elle n'est pas vraie, mais elle est indispensable pour que la vérité puisse être observée. C'est le paradoxe ultime. La symétrie parfaite crée forcément la dissymétrie de son regard. Dans cette perspective, la physique et la conscience deviennent les deux faces d'un seul mystère. L'une mesure le temps comme variable, l'autre le ressent comme direction. Ensemble, elles forment une boucle. À mesure que l'approche de la réversibilité parfaite, la philosophie redécouvre la nécessité du sens. Peut-être que l'univers, en atteignant sa symétrie totale, recrée sa propre flèche. Comme une respiration cosmique alternant entre équilibre et tension, entre silence et durée. Alors, que reste-t-il? Peut-être simplement cela. Le temps n'est pas un fleuve, mais la trace qu'il laisse dans notre mémoire. Il ne s'écoule pas, il s'efface et se réécrit à chaque instant. La flèche, visible, n'est que le crayon de la conscience sur la page immobile de la symétrie. L'illusion du mouvement est la preuve que nous participons au grand dessin. Et dans ce dessin, chaque ligne droite cache la courbe invisible qui la ramène à son origine. Tu pourrais te demander, dans un sursaut de vertige, si l'univers se replie ou mène réellement le futur. Peut-être nulle part. Peut-être qu'il ramène chaque être à son commencement après avoir exploré toutes les trajectoires possibles. L'illusion de la flèche du temps n'est peut-être que le moyen qu'a trouvé la conscience pour survivre à la perfection. Et lorsqu'elle comprendra enfin l'équilibre complet, elle cessera de distinguer le chemin du retour du chemin de l'aller. Le repos éternel ne sera pas au bout du temps, mais dans l'acceptation de sa disparition. Ferme les yeux un instant. Respire. Essaie de sentir ce point immobile au centre de ta poitrine, là où ni hier ni demain n'ont de poids. C'est ici que commence le secret de la symétrie CPT. Ce n'est plus une équation, ni une théorie, c'est une expérience, un basculement intérieur. À cet endroit précis, ton passé et ton futur ne s'opposent plus. Ils se reconnaissent, et dans cette reconnaissance, le temps perd tout pouvoir. Tu es assis entre deux infinis qui se regardent à travers toi. D'un côté, tout ce que tu as été, la matière, les gestes, les souvenirs. De l'autre, tout ce que tu seras, les décisions à venir, les pensées en gestation, les possibles encore invisibles. Ces deux immensités n'existent pas séparément. Elles s'enroulent l'une autour de l'autre, formant ce que la physique appelle un état de symétrie. Toi, tu es le centre, le point d'interférence, où leur dialogue prend forme. Si tu pouvais observer cet instant avec les yeux d'un Dieu, tu verrais la réalité comme une trame de lumière fixe. Aucun mouvement, aucun avant, aucun après. Tout y serait contenu, superposé, repris, rejoué. Le temps n'aurait pas de flèche, mais une densité. Le passé et le futur,
se toucheraient à chaque seconde du présent, comme deux battements du même cœur cosmique. C'est ici que la symétrie CPT cesse d'être description. Elle devient perception. Dans la pénombre de ton être, les deux directions du temps s'équilibrent. Ton passé te construit, mais ton futur t'attire. L'un pousse, l'autre tire, et c'est cette tension qui te maintient debout. Tu existes parce que deux forces te traversent à la fois. Le réel est ce tiraillement permanent, ce point de rencontre entre propulsion et aspiration. Tu n'es ni le produit de ce qui t'a précédé, ni la promesse de ce qui viendra. Tu es la jonction. Il faut imaginer la conscience comme un pont suspendu entre deux abîmes identiques. Si elle se penche trop vers l'un, elle oublie l'autre. Si elle reste parfaitement centrée, tout s'éclaire. C'est dans cet équilibre impossible que le monde trouve sa stabilité. Chaque instant devient une négociation entre la mémoire et la possibilité. Et dans cet entre-deux fragile, le présent devient éternel, non pas par durée, mais par équilibre. Tu crois peut-être que ton futur est incertain, distant, encore à construire. Mais si la symétrie CPT dit vrai, il est déjà là, superposé à ton passé, contribuant à ton existence. Tes choix ne créent pas ton avenir, ils clarifient son reflet. Le toi de demain agit déjà sur le toi d'aujourd'hui, de la même manière que ton passé influence subtilement ton présent. Tu avances, mais ton futur te ramène, t'ajuste, te complète. Il te parle à travers les sensations étrangement familières, les intuitions que tu ne sais pas justifier. Regarde le ciel. La lumière des étoiles part du passé, mais quand tu la reçois, elle t'appartient dans le présent. Ce paradoxe, tu le vis chaque seconde. Tu es l'observateur d'un univers rétroactif. Ta conscience traduit l'éternité en mouvement, transforme le simultané en succession. C'est son rôle. Elle découpe la totalité en fractions digérables pour que tu survives à ce qui, sans cela, serait une vérité insupportable. Tout est déjà complet. La réversibilité du temps n'est pas un piège, c'est la preuve que tu fais partie du tout. Ton passé et ton futur ne se combattent pas, ils s'aiment. L'un enseigne, l'autre pardonne. L'un te raconte comment tu es devenu, l'autre te rappelle ce que tu peux encore être. Leurs gestes s'entremêlent, créant un espace d'harmonie qu'on appelle présent. Dans ce lieu invisible, la dualité se dissout. Ce n'est pas le futur qui guérit le passé, ni le passé qui éclaire le futur. C'est leur union qui donne naissance au sens. Si la conscience pouvait s'élargir jusqu'à percevoir cette totalité, elle cesserait d'appartenir au temps. Elle flotterait comme une ligne d'horizon entre deux mers inversées. Là, plus rien ne serait successif. Tu te souviendrais de tout ce que tu as été et de tout ce que tu seras, avec la même intensité. Ce ne serait pas un savoir, mais une présence. Et dans cette présence, il n'y aurait plus de peur, car ce que nous craignons le plus, la fin, n'existe pas dans un monde symétrique. Le passé n'est pas figé, le futur n'est pas vierge. Tous deux se modifient dans l'échange constant de l'attention. Chaque souvenir reconfiguré change le chemin du temps. Chaque décision éclaire rétroactivement une ancienne version de toi. Tu es le produit de ces corrections continuelles. Le temps, vu depuis cette perspective, n'est qu'un outil de réajustement. L'univers entier tisse son équilibre à travers l'interaction infinie entre ce qui s'est produit et ce qui doit se produire. Pense à la mer. Les vagues vont et viennent sur le sable, mais la ligne du rivage reste imperceptiblement la même. Ce mouvement, c'est la respiration du cosmos. L'aller, c'est le passé. Le retour, c'est le futur. Le rivage, c'est toi, la conscience immobile observant les oscillations du monde. Chaque vague qui s'éteint en laisse une autre naître. Rien ne se perd, rien ne s'ajoute. Seule change la forme sous laquelle le temps se reflète. Quand tu te souviens, tu t'enracines dans l'une des moitiés du temps. Quand tu espères, tu tends la main vers l'autre.
Mais si tu regardes assez longtemps sans chercher, quelque chose d'autre apparaît. Un calme fascinant, une neutralité lumineuse, où les deux directions se confondent. Ce n'est ni hier ni demain. C'est ce que certains appellent l'instant d'éveil, non pas spirituel mais physique. La conscience cesse d'être flèche, elle devient axe du monde. Dans cette vision, la symétrie CPT devient métaphore de la compassion cosmique. Le passé ne condamne pas, il comprend. Le futur ne juge pas, il accueille. Le cycle entier se déroule sans rupture. Tout ce que tu crois irréparable est déjà compensé ailleurs, dans une direction que tu ne vois pas. Et chaque douleur, lorsqu'elle est perçue avec lucidité, devient un point d'équilibre retrouvé entre deux infinis qui s'appellent. Ce point pourtant n'est pas une destination. Tu ne peux pas le rejoindre, car tu y es déjà. C'est ce que la physique oublie souvent. Toute mesure est centrée sur un observateur déjà inclus dans le système. Tu n'as jamais quitté le présent. Le passé et le futur ne sont que des angles depuis lesquels tu regardes le même instant d'un univers éternel. L'expérience de la durée n'est qu'un frisson sur cette surface figée. Rien ne bouge, mais tout change. Nous vivons donc dans une boucle ouverte. Les scientifiques scrutent les équations, les sages ferment les yeux, et tous finissent par buter sur la même révélation. Le temps ne s'écoule pas, il résonne. Comme une note tenue à l'infini, l'univers vibre et se contemple, et c'est cette vibration que nous appelons existence. Les battements de ton cœur ne sont que l'écho de ce rythme cosmique, mesuré de l'intérieur. Peut-être qu'un jour, l'humanité comprendra pleinement cette vérité. Elle cessera de chercher le sens du temps et commencera à le vivre. Non plus comme un mécanisme linéaire, mais comme une respiration circulaire. Le futur cessera d'être attente, le passé cessera d'être regret. Il ne restera que la conscience pure, suspendue dans le battement parfait où tout s'équilibre. L'endroit précis où ton passé et ton futur se touchent. Et quand ce moment arrivera, il n'y aura pas de tonnerre ni d'apocalypse. Seulement un silence d'une densité telle que tout y sera contenu. Ce silence sera la véritable équation du monde. Le miroir brisé se refermera sur lui-même, révélant que rien n'a jamais été séparé. Le temps, finalement, n'était qu'une possibilité offerte au réel pour se regarder. Et toi, minuscule témoin à la croisée des infinis, tu auras été la preuve vivante que la symétrie, oui, peut devenir conscience.